Bon, ben je suis ravie de vous accueillir et pour un bon nombre d'entre vous de vous retrouver. Hein. C'est agréable de voir des visages familiers. Nous allons donc aborder cette année un domaine qui semble très proche de la météorologie, mais qui se traite d'une façon vraiment différente. Voilà. Donc, n'essayez pas de faire de comparaison, si je puis dire, entre les cours des sessions de l'année dernière et de celle-ci. Pourquoi ? Eh bien, parce que on est là dans un domaine scientifique qui envisage le temps qu'il fait, parce qu'on tourne toujours autour de cette notion, hein, le temps qu'il fait, qu'il envisage à l'échelle d'abord planétaire, bien sûr, et même au-delà, parce qu'on va être obligé d'utiliser des données quelque peu astronomiques pour résoudre ou pour comprendre un certain nombre de choses. Alors, je vais reprendre aussi en introduction ce que j'avais dit l'année dernière. Je ne vais pas d'emblée aborder le ou les changements climatiques. Je considère que mon but, c'est de vous donner là encore des notions de base ou de vous les rappeler si vous les avez déjà entendues, ce qui est bien possible. Donc, de vous les rappeler, de vous les redonner, de les repréciser, de façon à ce que vous ayez une idée de ce que j'appelle, moi, le contexte climatologique. Qu'est-ce que c'est que les climats à la surface de la Terre? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent de telle ou telle façon? Qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce qu'on n'en comprend pas forcément toujours? Ça va nous donner des clés pour effectivement mieux aborder tous les changements effectivement qu'on est en train de constater en ce moment. Je serai toujours une adepte fervente des croquis, hein, donc vous voyez, j'ai même déjà commencé. Sinon, je vous demanderai quelque chose que je vous conseillerais plutôt quelque chose que je vous ai pas demandé l'année dernière, puisqu'on va se promener largement sur le globe terrestre. Il serait bon que vous ayez avec vous un petit planisphère. Ou un mini atlas, enfin quelque chose qu'on trouve dans un agenda ou dans, peu importe, hein, mais ça vous facilitera la tâche parce que évidemment je prendrai des exemples dans des contrées pas forcément familières. Hein, si je vous dis d'emblée Taman Rasset, oui, enfin, le nom est familier, hein, mais bon, il y en a d'autres encore plus exotiques. Voilà. Donc si vous pouvez vous procurer ça vraiment ça vous aidera à mieux localiser les exemples que je prendrai. Dernière chose avant d'entrer dans le premier chapitre, c'est par rapport au déroulement des séances. Je fais un tout petit changement des deux dernières séances, les 6 et les 7. J'avais indiqué que je terminais par la zone intertropicale, je crois. Oui, c'est ça. Alors je vais l'intervertir. Je terminerai par les climats tempérés et méditerranéens. Voilà, donc je vais intervertir. J'ai préféré garder pour la fin, finalement, les milieux climatiques qui nous sont les plus familiers, puisque nous vivons dans cette zone-là. Et je pensais plus intéressant de pouvoir m'attarder davantage sur des zones climatiques qui nous sont beaucoup moins familières. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai introduit, vous l'avez vu, un chapitre sur les déserts. Et que j'insisterai aussi pas mal sur les zones froides. Qui sont, j'allais dire, des zones les plus tardivement explorées par les terriens, mais qui jouent, vous le savez, un rôle moteur, un rôle décisif dans le fonctionnement climatique et que l'on observe, vous le savez, en ce moment avec beaucoup d'attention, voire d'appréhension. Donc voilà, pour le préambule, je vérifie que je n'ai rien oublié dans ce que j'avais prévu. Bon, si, il reste maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, à faire un tout petit peu de définition et d'étymologie. Le mot climatologie est un mot d'usage récent. Premier tiers du 19e siècle. C'est vous dire que finalement c'est une science assez jeune. Comment se fait-il que le terme, et donc forcément l'étude des climats, puisque c'est ce que ça veut dire, commence à ce moment-là, s'identifie clairement à ce moment-là, eh bien, mon ancien métier de prof d'histoire me fait dire que c'est sans doute largement en lien avec la période des grands empires coloniaux.
Et oui, ces endroits que l'on conquiert, où l'on s'installe, que l'on veut exploiter, il faut tenir compte de leurs données climatiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y planter, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire pousser, etc. Et je pense que l'étude des climats, vraiment à l'échelle planétaire, est liée à ce moment-là. Et d'ailleurs, les observations climatiques dans les empires coloniaux s'installent assez vite. Assez vite, on veut savoir la saison des pluies, etc., les températures extrêmes, parce que il y a un enjeu économique, tout simplement. Voilà. Donc, il y a un lien assez fort avec ce qu'on appelle la révolution industrielle d'un côté et la colonisation de l'autre. Si l'on va un petit peu plus dans les racines des termes, on va trouver le mot climat qui nous vient par l'intermédiaire du latin et du grec. Climat en grec veut dire inclinaison. Quel rapport ? Pas forcément. Je pense que c'est plutôt l'observation directe de l'inclinaison des rayons du soleil. C'est plutôt ça. L'inclinaison là de l'axe de rotation, on en parlera évidemment, mais il n'est pas encore, j'allais dire, dans l'Antiquité vraiment répandu. C'est plutôt donc cette observation, j'allais dire, annuelle de la variation de l'inclinaison des rayons du soleil. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le climat ou un climat ? On va commencer par une définition qui va permettre de faire le lien d'ailleurs avec les cours de l'année dernière qui portaient sur la météorologie. Comment ça s'articule, comment s'articulent ces deux domaines ? Alors, la définition de climat, c'est l'ensemble des conditions météorologiques habituelles. Voilà. Ensemble des conditions météorologiques habituelles. Donc tout ce qu'on a vu l'année dernière est inclus, habituel à un pays, une région, un continent, c'est-à-dire à des échelles qui peuvent être extrêmement différentes. Voilà. Donc je répète, ensemble des conditions météorologiques habituelles à un pays, une région, un continent, des échelles qui peuvent être très différentes, et on peut descendre, j'allais dire, au niveau tout à fait local, avec le terme, par exemple, de microclimat. Vous en avez parlé, il y a des microclimats, par exemple, qui sont favorables aux fleurs. Voilà, je pense aux régions de la Ligurie ou de Grasse. Voilà, on parle de microclimats favorables à telle ou telle activité ou telle végétation. Dans le titre général, il y a aussi le mot zonal. Ce que l'on va voir dans notre série de séances, c'est de la climatologie zonale. Alors là aussi, il faut éclaircir le terme. Là aussi, les Grecs ont fourni la base. Zona en grec signifie ceinture. Alors, ça veut dire quoi la climatologie zonale ? Ça veut dire que l'on va s'intéresser au climat tel qu'il se présente en bandes qui ceinturent la Terre, tout simplement. Ces zones, chaque fois que j'emploierai le terme zone, eh bien, je parlerai de ces bandes parallèles qui découpent, on va le voir avec pas mal d'irrégularités, mais qui découpent quand même, le globe terrestre parallèlement à l'équateur. Les repères, vous les connaissez, tout le monde les a appris, mes collègues et moi-même en histoire-géographie on fait ça dès la 6e et puis on le fait déjà au primaire. Les grandes lignes repères pour ces zones climatiques sont l'équateur, les deux tropiques, les cercles polaires. Voilà, donc voilà des objets qui vont nous accompagner tout au long de ces séances. Bien, donc climatologie zonale, l'étude donc des zones climatiques qui sont nommées, qui sont définies par un élément, c'est la température. Donc on a affaire à des zones thermiques.
Voilà. Hein, donc, climatologie zonale, c'est une climatologie qui est attachée à des zones thermiques, c'est-à-dire liées à la température. Alors, pour deux de ces types de zones, elles se définissent assez bien. Les zones froides et la zone chaude. Avec ces deux-là, j'allais dire, on sait où on va. Hein. Les deux zones froides, bon, eh bien, correspondent aux zones polaires, vous le savez, deux saisons thermiques, un hiver très froid et un été que nous qualifierions de frais. Bon, ça c'est l'éternelle question du ressenti par rapport aux températures. Bien, mais en tout cas, il est clair que dans ces zones polaires froides, eh bien, bon, le critère de définition, c'est bien les basses températures. L'autre zone aisément définie, c'est la zone chaude. C'est la zone chaude, j'allais dire, avec deux saisons. Ah oui, mais alors attention, on en reparlera. Deux saisons qui ne sont pas définies par les températures, mais par les précipitations. Donc c'est la zone chaude qui est chaude toute l'année. Voilà. Pour lequel, par exemple, il y a des températures qui ne se produisent pas, qui n'arrivent pas. Donc voilà, des zones climatiques qui se définissent bien par elles-mêmes. Où ça devient nettement plus compliqué, eh ben, c'est entre les deux. C'est-à-dire là où nous nous trouvons dans ces fameuses zones tempérées. Alors, tempéré, c'est flatteur. Hein, on se dit, voilà, on nous épargne les grands froids, on nous épargne les choses. Alors, c'est flatteur, mais ça cache quelque chose, à savoir du flou. Beaucoup de flou, parce que finalement, ces deux zones tempérées, nord et sud, hein, vous savez qu'elles sont jumelles en quelque sorte, ces zones tempérées, eh bien, ce sont en fait les lieux d'affrontement des masses d'air froides et des masses d'air chaud. Et on a là donc des zones dites tempérées effectivement, mais qui sont, j'allais dire, avec des types de temps très variables, on l'a bien vu l'année dernière, compliquées au point qu'il a fallu déterminer 4 saisons, ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc ce sont des zones plus complexes, plus floues, plus agitées aussi d'une certaine façon. Rappelez-vous, hein, les ondulations du front polaire, les trains de perturbation, tout cela, j'allais dire, nous donne un domaine, assez complexe. Même si, évidemment, nous en sommes familiers, il n'empêche que ce sont des zones qui se définissent pas forcément facilement. Et pour les climatologues, ça c'est extrêmement gênant. Pourquoi ? Parce que les climatologues, eh bien, ils adorent tracer des limites. Ils aiment bien pouvoir cerner. Hein. Alors cerner la zone froide, on y arrive c'est faisable. Les zones chaudes, ça commence déjà à être pas toujours évident. Alors entre les deux, bon voilà. Donc les climatologues sont, j'allais dire, toujours en train de chercher la limite, le critère qui va permettre de mieux définir, etc., etc. Bien, voilà. Ah, donc j'en ai fini avec le préambule, l'introduction, enfin vous l'appelez comme vous voulez. On va commencer donc par le chapitre numéro 1, puisqu'on a affaire à des zones dites thermiques. Le premier élément auquel il faut s'intéresser, eh bien, c'est le rayonnement solaire. Voilà, puisque c'est par lui que nous arrivent donc les températures du globe. Donc chapitre numéro 1. Ou séance numéro 1, chapitre, ça fait un peu trop scolaire. Hein. Enfin, à moins que vous vouliez que je vous rajeunisse, et moi avec, hein. Ce qui arrivera. Alors, on va mettre donc session 1. Voilà. Ça fait moins scolaire. Donc, le rayonnement solaire que l'on va envisager, donc, si je puis dire, sous toutes les coutures. Avant qu'il arrive sur Terre, une fois qu'il arrive sur Terre, ce qui lui arrive à ce rayonnement selon les secteurs de l'atmosphère qu'il traverse, on va voir que tout cela, j'allais dire, est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et on va mieux comprendre aussi, bien sûr, la présence des zones thermiques. Alors, le rayonnement solaire, avant qu'il parvienne
sur la Terre. Le rayonnement solaire, que vous pourrez abréger en RS, hein, voilà, et la Terre, voilà. Alors, premier point, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette radiation solaire? Donc là, vous avez peut-être deviné que ce n'était pas un œil qui vous observait, mais un semblant de, voilà, de dessin astronomique. Nous avons ici donc un astre en fusion permanente qui émet donc des radiations électromagnétiques dans l'espace, dans le système dit solaire, hein, comme vous le savez, et la Terre, bien sûr, se retrouve dans le champ d'émission de ces radiations. Nous avons vu que la Terre n'était pas également échauffée. Alors la première idée qui vient à l'esprit, c'est de dire, oui, ben, c'est normal, parce que la Terre n'est pas toujours à la même distance du Soleil. Donc forcément, il y a des moments où il fait plus chaud et des moments où il fait plus froid. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, la radiation solaire, est-ce qu'elle est variable ou constante? On s'est penché dessus. Quelle est la distance Terre-Soleil? Alors, eh bien, elle est variable. C'est une orbite elliptique, comme vous le savez, et s'il n'y a pas tout à fait la même distance entre les deux points T ou T', par exemple, c'est pas parce que je suis tout à fait maladroite, je le suis un peu, mais c'est parce que je l'ai fait exprès. En effet, dans cette orbite elliptique, eh bien, il y a des variations de distance par rapport au Soleil. La distance minimale, elle est de 147 millions de kilomètres. La distance maximale, 152 millions de kilomètres. Alors, et puis bien sûr, entre les deux, on est dans une petite moyenne à 150 millions de kilomètres. Cette première situation, donc, c'est la situation où la Terre est la plus proche donc du Soleil et où elle devrait recevoir effectivement plus de radiation solaire. Cette position-là, c'est la position où nous nous trouvons en ce moment, c'est-à-dire de début janvier. En astronomie, on appelle cette position, donc, où la Terre est la plus proche du Soleil, on l'appelle apélie. La deuxième position, où la Terre est le plus loin du Soleil, se situe début juillet. C'est ce qu'on appelle la périhélie. Attends, je suis en train de vérifier si je n'intervertis pas les deux termes. Ah oui, c'est ça. J'étais en train d'intervertir les deux termes. Excusez-moi. Voilà. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça. Périhélie pour les plus proches. Voilà. Péri qui veut dire autour, hein, c'est comme dans périmètre. Hein. Et apélie, voilà. Voilà. Alors, vous voyez, d'emblée, ça nous perturbe, hein, parce que quand nous sommes le plus près du Soleil, par exemple, pour nous, dans l'hémisphère nord, ça coince. On se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Hein, on est début janvier, et là, on est près du Soleil, et bon, voilà. Donc, alors, est-ce que ces différences-là jouent vraiment sur la quantité de radiation solaire qui arrive sur Terre? Des spécialistes se sont chargés de calculer. Ils ont calculé que la variation était aux environs de 5%. C'est-à-dire que en début janvier, la Terre, en tant que planète, reçoit 5% de plus, en quelque sorte, de radiation solaire qu'en début juillet, quand elle est dans l'autre position. Alors, ces 5%, est-ce que c'est vraiment sensible? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on devra tenir compte? Eh bien, les climatologues disent que non, c'est pas franchement la peine, parce que on va voir qu'il y a des facteurs qui pèsent beaucoup plus lourd que celui-ci.
Donc cet élément-là, on va le garder dans le coin de notre mémoire, certes, mais on n'aura pas à vraiment s'en préoccuper. On va considérer que la quantité de chaleur reçue par la Terre est toujours la même d'un bout de l'année à l'autre. C'est ce qu'on appelle la constante solaire. Voilà, donc nous allons partir, après avoir fait donc la petite vérification, on va partir donc de cette idée que, quel que soit le moment de l'année, il y a la même quantité d'énergie électromagnétique en provenance du Soleil. Cette énergie en provenance du Soleil donc est permanente, elle est due au fait, petit rappel, elle est due au fait donc qu'il y a dans notre étoile qui est le Soleil, fusion nucléaire permanente avec transformation des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium. Cela fait donc du Soleil une espèce de gigantesque réacteur nucléaire avec des températures de surface qui pourraient paraître modestes, 5-6 000 degrés. On a envie de dire, ouais, bon, 6 000 degrés, bah, ouais. Les estimations pour le centre sont de 15 millions de degrés. Donc voilà, c'est très très chaud. Et ça explique bien sûr donc que les radiations peuvent aller très très loin en gardant donc beaucoup d'énergie que dont nous bénéficions. Voilà, donc première étape, qu'est-ce que nous envoie le Soleil? Maintenant on va voir l'arrivée de ces radiations solaires sur la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Donc la radiation solaire, je l'abrège, la radiation solaire arrivant sur le globe terrestre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, on va devoir ou pouvoir se rappeler un petit peu ce qu'on avait dit sur les différentes couches de l'atmosphère. Ça va nous servir. Ça va nous servir parce que l'atmosphère terrestre, eh bien, est là, heureusement, pour servir de filtre à plusieurs niveaux. Alors, je vais faire un croquis qui va essayer de s'inscrire plutôt dans la hauteur. Ici, je vais caser la surface de la Terre, pour le moment, voilà. Je me contente d'une petite irrégularité, hein, c'est vraiment symbolique. Voilà. Et on va faire arriver là, eh bien, notre constante solaire, effectivement. Donc, voilà, la constante solaire qui arrive. On va considérer que cette quantité est égale à 100. Voilà, parce que ça va nous permettre de voir ce qui se passe, bien sûr, ensuite. Donc voilà, la radiation solaire nous arrive de l'espace, aborde la haute atmosphère. Est-ce que vous vous rappelez une zone particulière de la haute atmosphère? Une zone qui fait anomalie parce qu'elle est chaude alors qu'on est très haut. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette couche? Elle a une composition gazeuse particulière. C'est une couche où il y a beaucoup d'ozone. Voilà, beaucoup d'ozone. Et cet ozone, eh bien, a la capacité de filtrer une partie de la radiation solaire. Laquelle? Vous le savez? Je suis un peu sourde, hein? Les ultraviolets, voilà. Donc la couche d'ozone est vraiment précieuse, hein? C'est elle qui va ne laisser passer qu'une petite quantité d'ultraviolets. Bien sûr. Avant cela, juste avant cela, l'atmosphère
a aussi un rôle un peu de miroir en quelque sorte, et une partie de la radiation solaire est renvoyée. Donc, tout n'entre pas dans l'atmosphère, il y a une petite partie qui est renvoyée, à peu près 30%. Voilà, donc 100% qui arrivent, 30% qui repartent, hein, finalement. Ensuite, entrer dans l'atmosphère, la couche d'ozone absorbe une partie de la radiation, surtout dans les ultraviolets. Voilà, donc, vous voyez que, bien sûr, la quantité est en train de s'amincir, puisque, au passage, évidemment, la radiation solaire a diminué. On va arriver dans la basse atmosphère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la basse atmosphère? Eh bien, c'est là qu'on va trouver le maximum de gaz, hein, puisque vous le savez, toutes les molécules de gaz sont les plus nombreuses, la couche gazeuse la plus dense est celle qui est la plus près du sol. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Alors, on va considérer que la basse atmosphère commence à peu près ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, donc, beaucoup de gaz, et deux gaz qui jouent un rôle vraiment important, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Ce sont deux gaz qui ont les plus fortes capacités d'absorption des radiations. Alors là, eux, ils se gavent, hein, ça. Voilà. Donc, dans une atmosphère donnée, plus il y a de dioxyde de carbone, plus il y a de vapeur d'eau, plus la radiation solaire va être absorbée au niveau de l'air. Hein. Pour le moment, on n'a pas encore touché le sol, hein, je tiens à le préciser. Là, nous sommes toujours dans l'atmosphère. Cette absorption, c'est aussi un filtre. Tout n'est pas absorbé. La vapeur d'eau et le dioxyde de carbone absorbent surtout dans les infrarouges. Ici, on était dans les ultraviolets. Là, l'absorption, c'est surtout au niveau des infrarouges. Ensuite, il y a aussi les nuages. Et c'est là encore que, si vous vous rappelez bien les grandes familles de nuages, ça va nous aider. Il y a d'abord les nuages de haute altitude. Vous vous rappelez quelle famille c'est? Les cirrus, oui, les cirrus, tout blancs, certains un peu effilochés, hein, un petit peu en coton hydrophile, etc. Ces nuages, donc, peu denses à haute altitude et formés le plus souvent donc d'aiguilles de glace, je vous le rappelle, eh bien ceux-là, ils n'absorbent pas tellement la chaleur, ils vont surtout la réfléchir. On va avoir là, sur ces nuages d'altitude, les cirrus, de la réflexion, c'est-à-dire du renvoi. Mais un renvoi qui reste dans l'atmosphère. C'est ça qui est intéressant, c'est pas un renvoi dans l'espace, hein. Ça reste évidemment dans l'enveloppe atmosphérique terrestre. Un peu plus bas, eh bien, on trouve des nuages quand même plus épais. Par exemple, ceux qui sont en couverture, vous vous rappelez ? Stratus. Les stratus, voilà. Alors ceux-là, c'est la bonne couverture. Là, c'est la couette, la grosse couette de nuages. Eh bien, les stratus, eux, qui sont donc plus épais, qui sont formés de gouttes d'eau, et non pas seulement d'aiguilles de glace, de gouttes d'eau, parfois très grosses, eh bien, ceux-là, ils vont absorber la chaleur. Voilà. Les nuages absorbent cette chaleur. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ils sont capables aussi d'en rendre. Donc, ils absorbent, mais en même temps, ils rediffusent aussi ce qu'ils ont absorbé. Voilà, c'est le principe un peu du radiateur. Le radiateur gagne de la chaleur, mais forcément, il la diffuse aussi, en même temps. Bien. Alors, où en sommes-nous maintenant quand enfin
notre radiation va arriver au sol. Ah oui, quand même, il serait temps de la faire arriver. Eh bien, quand elle arrive au sol, qu'est-ce qui reste de la constante solaire du départ? Eh bien, il en reste à peu près un tiers à un quart. Donc ici, arrivant sur Terre, il reste un tiers à un quart de la constante solaire. Voilà, donc vraiment l'atmosphère est un élément extrêmement protecteur, extrêmement bénéfique, et j'allais dire, bon, vous connaissez aussi le cas de ces planètes sans atmosphère, bon, on voit bien que ça joue un rôle essentiel. Alors, voilà notre constante solaire qui arrive au sol. Que va-t-il se passer? Le sol aussi réagit, bien évidemment, à cette radiation. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, le sol a lui aussi la capacité de réflexion. C'est-à-dire, il peut aussi fonctionner comme un miroir, renvoyer cette radiation. Mais alors, avec beaucoup de variations. Tout dépend de ce qu'il y a là à la surface de la Terre. Alors, par exemple, pourriez me donner des possibilités? Oulala, voilà. Alors, allez, levez la main. Allez, on va jouer à se rajeunir. Le mirage dans le désert. Ah non, ça c'est un phénomène d'optique. C'est un phénomène d'optique. Une montagne couverte de neige. Alors, la présence de montagne, la présence de neige, qu'est-ce qui peut jouer? L'eau, voilà. Alors, si on a une masse océanique ou si on a une masse continentale, il est évident qu'il ne va pas se passer les mêmes choses. Il y a aussi la situation des forêts, des lacs, etc. Alors, on va être obligé de regarder ça d'un petit peu près. Alors, heureusement, là encore, les spécialistes nous ont fait des tas de calculs, d'études. On va pouvoir s'y retrouver. D'abord, on va pouvoir mettre un nom sur cette capacité de réflexion du sol. Le nom, c'est enfin le nom qui permet de mesurer ou d'étalonner ce pouvoir réfléchissant, ça s'appelle l'albédo. Hein? Albédo, oui. Voilà. Alors, je répète, l'albédo, s'exprime en pourcentage. C'est un pourcentage. C'est l'énergie c'est le pourcentage d'énergie qui est renvoyé par rapport à l'énergie qui arrive, par rapport à l'énergie incidente. Donc, on va pouvoir comparer l'albédo, le pourcentage d'énergie réfléchie, en fonction de la nature du sol, avec toutes les variantes que vous avez données. Alors, ça donne des éléments, j'allais dire, extrêmement variables. Alors, là encore, je vais vous demander votre avis. Quel est le type de couverture du sol, on peut dire, hein, enfin de type de sol, qui a, à votre avis, le taux le plus fort d'albédo, c'est-à-dire celui qui réfléchit vraiment la plus grosse quantité de radiation. Là, la neige. Vous avez tout à fait raison, c'est du vécu, hein, on sait ce qu'il en est. Effectivement, c'est la neige qui a le record dans son taux d'albédo. Alors, il faut que je fasse attention justement à ne pas me tromper. L'albédo est entre 80 et 85% pour la neige fraîche. Vous voyez qu'effectivement, c'est un sacré miroir, hein, par rapport à la radiation solaire. Mais cet albédo donc très élevé ne dure pas très très longtemps, hein, parce que j'ai bien spécifié neige fraîche. Quand la neige commence à avoir pris un petit peu d'ancienneté, l'albédo diminue assez rapidement. On se retrouve entre 50 et 70%.
Vous voyez, donc il y a une chute assez nette selon donc la fraîcheur du manteau neigeux. Ensuite, si on conserve donc cette ligne descendante, alors après, les continents. Après, on va trouver les surfaces continentales qui, en moyenne, réfléchissent, enfin, ont un taux d'albédo de 34%. Donc, renvoyer un tiers, c'est quand même pas mal. Mais attention, ces fichus continents ne sont pas homogènes, ça serait trop facile. Il y a plein de choses dessus. Alors, ça va être extrêmement différent. Si on a un continent ou des portions de continent avec des couleurs claires, vous vous doutez bien que ça sera plus favorable. Hein, vous connaissez le mécanisme. Donc, par exemple, si on a des rochers relativement clairs, eh bien, on va avoir un albédo entre 20 et 25. Même chose pour le sable. Un sable clair va renvoyer entre 15 et 25%. Par contre, dès que l'on va avoir une surface forestière, alors là, l'albédo descend très vite, entre 5 et 10%. Ah ça, la forêt, elle capte, hein, pas question, elle lâche pas grand-chose, hein, elle ne renvoie que 5 à 10%. Voilà donc toutes ces nuances, et puis donc on avait dit, il y a aussi la question de l'eau, hein, la question des océans. Alors, les océans ont aussi leur pouvoir réfléchissant, ils ont aussi un albédo qui est relativement faible, 20%. Eh oui, là, les océans absorbent lentement mais sûrement, et on en reparlera, ils absorbent jusqu'à une profondeur assez notable, ce que ne fait pas une surface continentale. Le sol s'échauffe, mais cette chaleur ne va pas se diffuser beaucoup en profondeur. Fort heureusement pour toutes sortes de petits animaux et autres petites plantes qui finissent par trouver un peu de fraîcheur en s'enfouissant. Donc pour les océans, la chaleur, elle, va se diffuser, être absorbée et descendre assez profondément. On en reparlera parce que c'est vraiment un élément clé. Voilà donc pour ce qui arrive dans l'atmosphère terrestre au moment donc où y arrivent les radiations. Donc vous voyez que déjà il y a beaucoup de nuances qui interviennent et qui font que, eh bien, au total, ici le sol va absorber 17% de la constante solaire. Je vous l'avais dit, hein, les sols n'ont pas un grand pouvoir d'absorption. Ils laissent passer, ils emmagasinent, enfin on peut trouver toutes sortes de moyens de le dire, 17% de la radiation solaire. Non, pardon, ça y est, j'ai encore fait une erreur. Ouh, non, ça colle pas. Non. Décidément, je suis un peu rouillée là. Hein, je sens que je suis un petit peu rouillée. Bon, non, je voulais dire plutôt, c'est le contraire. Le sol absorbe plus de la moitié de la radiation solaire, alors que l'atmosphère, elle, n'en absorbe que 17%. J'ai interverti là encore une fois les choses. Donc, c'est l'atmosphère qui, finalement, laisse passer, l'atmosphère filtre, mais laisse passer quand même beaucoup de chaleur que le sol finit par absorber. D'accord ? Je vous ai pas trop perdu là, je suis désolé, j'ai fait un petit bug. Alors maintenant, on va essayer quelque chose d'encore plus subtil.
Parce que, est-ce que ça va nous donner tous les éléments qui concernent les températures à la surface du globe? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que pour nous compliquer l'affaire, il faut tenir compte du fait que la Terre, elle-même, la planète Terre, a son rayonnement propre. Elle aussi, elle a un peu de chaleur, hein, quand même, elle a un peu de chaleur, et forcément, elle l'émet. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui s'appelle le bilan radiatif. C'est-à-dire que l'on va mettre d'un côté ce qui va permettre de chauffer l'atmosphère et le sol, et puis ce qui fait que la Terre va perdre de la chaleur. Et on va essayer de s'y retrouver mieux tout ça. Je vous le simplifie, hein, je vous le simplifie, mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu comment tout ça se joue. Donc, on va aborder le 3e paragraphe. On va essayer de faire le bilan radiatif. Alors, j'efface ça, et on va essayer de faire des additions et des soustractions de la façon la plus simple possible, mais d'une façon qui est nécessaire malgré tout, parce que, eh bien, ça nous sera utile pour la suite. Alors, première chose, un bilan radiatif. Si on veut le faire, il faut être très précis par rapport au moment, au lieu et à la saison. Vous vous doutez bien que selon l'endroit où on va être, le moment de la journée où on va être et la saison, le bilan radiatif est forcément variable. Donc, il est très variable en fonction donc du moment, du lieu et de l'espace. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. Alors, je vais donc simplement vous donner un exemple possible, d'un bilan radiatif à nos latitudes, pour une journée, voilà, on va dire banale, enfin une journée telle que nous les connaissons. Donc, attention, bilan radiatif se fait sur les 24 heures. Ça, c'est le point important. Alors, pendant la partie jour, qu'est-ce que l'on va mettre dans le positif, c'est-à-dire l'accumulation de chaleur? On va mettre la radiation solaire, bien évidemment. Sur le croquis, il y avait aussi la radiation diffuse des nuages. Bon, on est d'accord? Ça, voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir enlever? L'albédo. Ah oui, voilà. Donc, là je vais mettre plus pour la radiation solaire, plus pour la radiation diffuse. Je suis obligé de mettre moins pour l'albédo, selon, on a la neige, la forêt, etc. Et puis, il va falloir mettre moins aussi pour le rayonnement terrestre. Vous savez, les températures au cœur de la Terre sont élevées. L'astre Terre a une chaleur propre, émet aussi dans l'espace. Voilà ce qui se passe donc dans la journée. Bon, évidemment, on a un bilan positif. Voilà, ça, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Pendant la nuit, ça devient très simple. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a plus de radiation solaire, on n'a plus de radiation diffuse, on n'a plus d'albédo, et il n'y a plus que le rayonnement terrestre. Voilà. Donc, on a un bilan, j'allais dire, inférieur. Il n'est pas forcément négatif. Enfin, si, il est négatif. Voilà. La Terre ne gagne, pendant la nuit, la Terre ne gagne pas de chaleur. C'est pas possible. Mais
cette perte de chaleur elle-même a des variables. Qu'est-ce qui peut changer le niveau de perte de rayonnement terrestre pendant la nuit? Qu'est-ce qui peut introduire une variable? C'est du vécu, vous l'avez ressenti je ne sais combien de fois, vous le savez. La couette. Oui, mais alors la couette météorologique. Les nuages. Hein? Le ciment qui renvoie la chaleur. Le ciment qui renvoie la chaleur. Ah oui, mais alors là c'est juste à l'échelle humaine, hein, c'est bon, à hauteur de genou, quoi. Voilà. Alors oui, le rayonnement terrestre pendant la nuit est variable. Hein. Il est plus ou moins intense selon la présence de couverture nuageuse ou pas. Justement, couverture nuageuse, hein, le terme est assez clair. S'il y a une couverture nuageuse, eh bien le rayonnement terrestre ne va pas aller très très loin. Il va rester coincé, hein, sous la couverture. Voilà. Et inversement, s'il n'y a pas de nuages, hein, si on a un ciel clair, le rayonnement terrestre, lui, va, prendre de la distance, hein, et les molécules vont se diffuser et s'éloigner. Tout le monde le ressent bien là au petit matin, ou le soir on se dit « Oh là là, le ciel est clair, je vois les étoiles demain matin. Ben, faire frais, où il y aura de la rosée, où il y aura... » Enfin bon, voilà, tout le monde l'a vécu, surtout en camping. Par exemple. Inversement, on a parfois la surprise le matin ou à l'aube. Ah putain, c'est curieux, il fait tiède. C'est bizarre. Voilà, parce que la couverture nuageuse a fait son travail en quelque sorte et elle l'a gardé. Cet effet-là, qu'on appelle l'effet de serre, c'est un effet de serre, eh bien, il est vraiment extrêmement utile. Je dirais même qu'il est indispensable. Donc cette protection en quelque sorte par la couverture nuageuse, c'est vraiment pour la planète Terre et par conséquent pour tous ceux qui y sont, eh bien c'est vraiment un élément régulateur très très important. On a pu calculer que si justement il n'y avait pas cette atmosphère terrestre avec sa vapeur d'eau, avec ses nuages, eh bien les températures nocturnes descendraient extrêmement bas. C'est d'ailleurs par exemple ce qui a été mesuré sur la Lune. Hein, le contraste entre la façade éclairée et la façade non éclairée, le contraste est énorme. Donc on aurait par exemple sur Terre des températures nocturnes qui pourraient descendre à moins 30, quelle que soit la latitude. Voilà un petit peu ce que ça donnerait. Hein. Donc il faut, remercier les nuages, les couvertures nuageuses, hein, de tempérer et de nous conserver de la chaleur quand il n'y a pas de radiation solaire, et inversement, hein, on l'a vu, de la renvoyer ou de l'absorber quand elle arrive. Hein. Donc il y a vraiment là un effet protecteur qui est très très important, un effet régulateur. Voilà, j'insiste sur le terme. Voilà. Alors, est-ce que ça va pour le moment? Oui. Hein. Bon, je vous ai dit, c'est un domaine qui utilise tous les outils de la météorologie, mais vraiment d'une autre façon. Bien, alors, voilà déjà un petit point d'éclaircie. Au moins maintenant, quand vous regarderez votre jardin ou par la fenêtre, vous direz « Ah, la constante solaire, l'albédo là, du ciment ?» Voilà, bon. D'ailleurs, sur les économies d'énergie qui sont conseillées, vous avez dû voir comme moi, par exemple, le fait de peindre une toiture en blanc, etc. Ça commence à être assez évident. Ce n'est jamais que l'application, finalement, de ce qui se joue depuis des millions d'années sur la Terre. Bien. Voilà déjà pour une bonne première étape. On va passer à la deuxième, à savoir donc que la radiation solaire arrivant sur Terre avec tous les éléments qu'on vient de voir, ne produit pas les mêmes effets puisqu'on a, on l'avait dit au départ, la zone chaude
les deux zones froides et les zones tempérées. Alors comment ça se fait? Voilà. Donc la question maintenant, c'est d'expliquer donc les variations de, on va appeler ça l'échauffement, à la surface de la Terre. Ou on pourrait le dire d'une façon plus raccourcie, pourquoi y a-t-il des zones thermiques? Pourquoi la chaleur n'est-elle pas uniforme sur la Terre? Alors là aussi, on va un peu décortiquer, on va un peu désosser le problème, en commençant par ce qui est somme toute le plus simple, c'est pour qu'il y ait un échauffement, il faut que les rayons solaires arrivent, il faut donc que l'on ait tout simplement l'éclairage. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Attention, c'est au sens scientifique du terme, c'est pas au sens mystique. Voilà. Donc, la question donc de la durée de l'illumination. Voilà. Est-ce qu'il y a des zones chaudes et des zones froides? Parce que, eh bien, il y a des régions qui sont éclairées plus longtemps que d'autres. Voilà, c'est la question toute simple. Alors, on va installer comme on peut, enfin plutôt comme je peux, un globe terrestre. C'est pas mal, hein, ça pourrait être pire, hein, c'est pas mal. Bien. Eh bien, on va faire arriver sur ce globe terrestre des rayons du soleil. Voilà. Qui, je le précise d'emblée, nous arrivent de tellement loin, on l'a vu tout à l'heure, qu'on peut les considérer, ces rayons du soleil, comme tous parallèles entre eux. Hein. Voilà, ça c'est important. Bien. Donc voilà nos rayons du soleil qui arrivent sur Terre. Voilà le dernier qui arrive. Et là aussi, hein, le dernier qui arrive à effleurer la Terre. Et puis les autres, on les passe à côté. Hein. Voilà. Ils s'évadent dans le reste du système solaire. Résultat, on a tout simplement deux hémisphères. Voilà. Hein. Un éclairé et l'autre pas. C'est ultra simple. Hein. C'est ultra simple. Donc, on a ici un cercle qui délimite partie éclairée, partie non éclairée. On appelle ça le cercle d'illumination. Tout à l'heure, je parlais de la Lune, parce que sur la Lune, les observations sont relativement faciles. Sur la Lune, il y a bien sûr le même type de cercle. On l'appelle le cercle terminateur. Non, pas Terminator, mais Terminateur. Voilà. Donc, je vous le dis au passage, au cas où vous le trouviez en lisant quelques revues ou autres. Donc, dans le cas de la Terre, c'est le cercle d'illumination. Donc, on a une moitié de la Terre qui reçoit... Bon. Tout ça, ça nous paraît finalement extrêmement simple. Mais, dans le détail, eh bien, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, qu'est-ce qui nous manque là ? Eh bien voilà, hein, l'inclinaison de l'axe de rotation. Hein, alors ça, c'est vraiment quelque chose évidemment qu'il ne faut pas rater. Alors, je vais même carrément changer de couleur, de feutre, pour l'installer. Voilà à peu près l'axe de rotation. Non, c'est pas le CPA. C'est le pôle, l'épaule. Voilà. Voilà. Et évidemment, la Terre a la fâcheuse manie, ou pas, hein, de tourner de travers. Hein, c'est pas simple comme une toupie. Hein, elle est de travers. Alors remarquez que dans le système solaire, c'est pas le pire.
Hein. Il y a quelques planètes du système solaire, il me semble qu'il y a Vénus, ou je ne sais plus laquelle, elle tourne presque à l'horizontale, l'axe de rotation est presque à l'horizontale, hein. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment un truc très très bizarre. Bon, donc nous avons une inclinaison. Est-ce que vous vous rappelez de votre jeune temps et des classes de géographie? Est-ce que vous vous rappelez l'angle? 23 degrés et quelques minutes, c'est ça? 23 degrés, 27 minutes. Voilà. Voilà, très bien, très très bien. Donc, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés et 27 minutes, et c'est une donnée qui est extrêmement importante. Revenons à le Soleil arrive sur Terre. Je vous l'ai dit, tous parallèles. Je suis en train de chercher un moyen. Ah, je vais peut-être utiliser ça, voilà. Je vais faire arriver sur la Terre des faisceaux de rayons du Soleil, tous pareils. Hein, je prends ça comme calibre. Hein, voilà. Donc ici, voilà une première quantité. Voilà, hein, donc ça c'est le calibre de mon éponge. Voilà. Hein. Et puis je vais faire arriver la même quantité de rayons du Soleil à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a un qui est perpendiculaire. Comment? Il y a un qui est perpendiculaire. Oui, mais au-delà de ça, pensez la question de l'échauffement. Hein? Pensez en termes d'échauffement. Il y a moins de quantité sur le pôle là-haut qu'au niveau de l'équateur. C'est la surface est plus importante. Ah, voilà. Ah. Donc, nous avons bien la même quantité, seulement voilà, ici, la surface à échauffer est grande, bien plus grande que celle-ci. Ça doit être visible, même du fond. C'est bon, c'est visible aussi? Ah, voilà. Donc, je vais employer encore une métaphore, j'allais dire, familière. On a ici les mêmes radiateurs, la même quantité de rayons du Soleil, mais il y en a un qu'on a mis dans une grande pièce et l'autre dans une petite. Forcément, ça fait de la différence. Hein, voilà. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'angle d'incidence des rayons du Soleil. Et ça, c'est lié à la rotondité de la Terre. Ça vous parle? Oui, c'est bon? Hein? Alors, quelquefois, je fais une démonstration par l'absurde. J'imagine une Terre cylindrique. Hein? Bah, sur une Terre cylindrique, il n'y aurait pas de problème. Hein? Voilà. Hein? Les faisceaux de rayons du Soleil auraient tous le même angle d'incidence. Hein? Et on ne s'embêterait pas. Donc là, la rotondité de la Terre est vraiment un élément absolument clé. Et donc, vous voyez que là, on commence déjà à se dire, oui, alors maintenant, on comprend mieux, par ici, donc, angle d'incidence, j'allais dire faible, grande surface à chauffer, là, l'inverse, on commence à voir se dessiner nos fameuses zones thermiques, bien évidemment. Là, on commence à comprendre un petit peu mieux. Ensuite, autre élément lié à l'axe de rotation. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pôles? Par exemple, là, on prend la situation telle que je l'ai décrite ici, enfin je l'ai inscrite ici, faites tourner la Terre. Hein? On la fait tourner. Qu'est-ce qui se passe là? Il voit le soleil là? Ah non, c'est pas possible. Il voit pas. Hein? C'est pas possible. Il y a là un secteur tel que pendant une partie de l'année, eh bien, il n'y a aucun rayon du soleil qui peut arriver. C'est d'ordre de l'impossible. Qu'est-ce qui se passe au sud? Ben, il se passe l'inverse. Hein? Voilà. Il se passe l'inverse. Hein? On a
pour le coup, une illumination, j'allais dire, qui va jusqu'à 24 heures, on le sait. Alors que là, bon, on a au contraire, bon, bien sûr, un déficit de plusieurs semaines avec 24 heures de nuit. Donc, il y a deux éléments, vous voyez, qui se conjuguent, la rotondité, qui de toute façon fonctionnerait déjà pour différencier les zones thermiques, et en plus l'axe de rotation qui vient introduire un supplément en quelque sorte, un supplément d'effet à l'effet de rotondité. Alors, puisque nous y sommes, on va ajouter... Alors là, géométriquement, je ne vais pas être bonne, hein, ça va pas être très très joli, hein, mais bon, voilà. Bien sûr, on va pouvoir ajouter l'équateur. Ah, dernière question, tiens. Dernière question, non, peut-être pas la dernière d'ailleurs. Ce croquis-là, il correspond à quel moment de l'année ? C'est l'hiver pour qui ? Pour nous. Faut faire attention, hein, là, avec les climatologues, il faut toujours dire dans quel hémisphère on est, hein, parce que sinon, ils vous tombent dessus. Hein. Voilà. Donc là, c'est une situation effectivement d'hiver. Hein, voilà. Hein. Donc, avec l'inversion, maintenant qu'on comprend évidemment pour l'hémisphère sud. Hein. J'aurais pu vous faire la démonstration exactement la même pour, j'allais dire, une situation d'été, hein, bien sûr. Voilà. Donc, la durée de l'illumination, ensuite donc l'incidence, je récapitule, hein, l'incidence des rayons du soleil qui est liée à la rotondité de la Terre, donc on a vu que c'est le deuxième facteur, et puis enfin donc troisièmement, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation. Bon, voilà, on a les trois éléments qui viennent s'empiler en quelque sorte pour nous fournir ce que nous observons, ce que nous connaissons, à savoir donc les zones thermiques. Alors, on va faire un petit peu le bilan de ces zones thermiques. On va voir justement pourquoi il y a les zones froides et les zones chaudes. Voilà, donc on peut faire un petit 4. Voilà. Les zones thermiques. Alors, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que il y a des zones donc avantagées, hein, on l'a vu, il y a des zones avantagées et d'autres désavantagées, en quelque sorte, par les phénomènes précédents. Alors, les zones avantagée, c'est la zone intertropicale. La zone intertropicale, elle cumule forcément beaucoup d'avantages. D'abord, l'angle d'incidence des rayons du soleil, il est, comme vous l'avez appris sûrement, toujours proche de 90 degrés. Donc, ça peut être 90 dans certains moments de l'année, et le minimum, c'est 43 degrés 6. Voilà. Donc l'angle d'incidence, voilà, passe de 90, vraiment là, on ne peut pas faire mieux, à 43. Et ça descend jamais plus bas. Voilà. Par contre, les zones polaires, elles, sont défavorisées, avec un angle d'incidence qui, au grand maximum, est de 46 degrés 54 et au minimum de 23 degrés 27
C'est ce qu'on vient de voir sur l'axe de rotation. Et puis il y a les moments donc où il n'y a pas d'angle d'incidence du tout, puisqu'il n'y a pas évidemment de rayons solaires. Alors, on pourrait quand même réfléchir un petit peu et se dire, c'est peut-être pas si facile que ça. Comment se fait-il que, par exemple, dans les zones polaires, au moment où elles sont éclairées constamment, où elles ont 24 heures de jour, comment se fait-il quand même qu'elles ne s'échauffent pas plus ? Tout de même, 24 heures, même si les rayons du soleil, bon voilà, les rayons du soleil qui arrivent jusqu'à 46 degrés, 46 degrés, ça pourrait quand même chauffer peut-être un petit peu plus. Alors qu'est-ce qui gêne Eh bien, dans ces 24 heures de jour, ce qui fait que l'échauffement n'est pas aussi important qu'après tout on pourrait le penser, c'est que dans ces zones polaires, on va voir jouer l'albédo. Eh oui, hein, la couverture polaire de glace, de neige. Oh, eh oui, malheureusement, ce qui arrive est en très grande partie réfléchi. Donc, l'albédo est très élevé. Deuxième réflexion que l'on peut faire, toujours dans cette période de 24 heures de jour, on peut dire quand même, encore, hein, en demander un petit peu plus, 24 heures de jour certes, mais avec une grande épaisseur d'atmosphère à traverser. Donc il y a une couche à traverser qui est importante. Donc couche atmosphérique épaisse à traverser. Voilà. Donc ces deux éléments font que, même si on peut appeler été ce qui se passe au niveau des pôles à certains moments de l'année, eh bien, on reste tout de même dans de la fraîcheur, hein, vraiment. Et puis, dans les périodes où il n'y a pas du tout d'illumination, quand il y a les 24 heures de nuit, l'hiver polaire, alors là, bon, on est dans le déficit total, évidemment, hein, et on a vraiment le niveau zéro du gain de chaleur. Et la durée de ces nuits polaires fait que quand arrive la période d'illumination, ben, ça peine à réchauffer. Hein. C'est comme quand vous fermez le chauffage avant de partir, en plein hiver, hein, et puis vous rentrez. Ah ben, ça va durer un petit moment avant de chauffer la maison. C'est un peu la même chose. Hein, voilà, hein, je reste toujours dans les choses familières. Voilà, ça va forcément prendre beaucoup de temps et, j'allais dire, avec justement des handicaps comme l'albédo ou l'épaisseur atmosphérique. Voilà pourquoi les étés entre guillemets polaires sont sont modestes en quelque sorte, hein, sont modestes. Voilà ce que je voulais préciser sur les zones thermiques. La zone intertropicale, donc, elle est largement bénéficiaire, et la zone polaire, elle, eh bien, est déficitaire, même quand elle a l'occasion d'être illuminée, et bien sûr conserve donc cette fraîcheur ou ce froid de façon permanente. Voilà pour donc un certain nombre de facteurs, mais on n'en a pas tout à fait fini avec les nuances. Oui, on n'a pas tout à fait fini parce que il y a dans les zones polaires et même dans les zones aussi dans les zones intertropicales des nuances qui apparaissent. Qu'est-ce qui va faire que toute la zone intertropicale n'est pas, j'allais dire, un océan de chaleur, en quelque sorte, un bain de chaleur, et éventuellement même les zones polaires, pas forcément constamment, j'allais dire, un congélateur. Eh bien, il intervient sur ce point-là, il intervient ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la présence des nuages, ce qu'on appelle en termes techniques la nébulosité. La nébulosité joue un rôle, là encore, très très important, parce que il suffit pas qu'il y ait illumination, encore faut-il qu'il y ait
ensoleillement. Deux choses différentes. Il peut faire jour, mais sans qu'on voit le soleil, et tout le monde a pu le constater. D'accord ? Voilà. Donc, on va voir cela. Donc, j'en suis à petit 1, 2, 3, 4, ça vous va ? 4. Alors, les zones thermiques ? Alors, 5. Allez, 5. Le rôle de la nébulosité. Ou le rôle des nuages, hein, si vous préférez. Hein, c'est le rôle de la nébulosité. Alors, les agences touristiques sont très intéressées par ce qu'on appelle donc les durées d'ensoleillement. Hein, on trouve ça sur les catalogues, bien sûr. Alors, ces durées d'ensoleillement, effectivement, sont très intéressantes parce qu'elles vont montrer des tas de nuances. À latitude égale, eh bien, les différences sont assez importantes. Donc, l'outil de référence, donc je suis au petit 5, hein, donc c'est la durée d'ensoleillement. Dans les catalogues touristiques, c'est donné de quelle façon la durée d'ensoleillement ? On peut le donner en jours ou en heures, hein, ou en heures. Hein, voilà. Le plus, j'allais dire, le plus facile, c'est d'utiliser le nombre d'heures. Alors, que se passe-t-il justement à la surface de la Terre qui permet de comprendre que les nuages jouent un rôle tout à fait important ? On va commencer par un exemple pris en France. Bon, la France, vaguement 1000 km du nord au sud, c'est relativement peu par rapport à l'échelle planétaire, mais ça va permettre de distinguer. Alors, dans le fameux département du Nord, le vrai département du Nord, hein, je ne vous parle pas de la Loire, hein, le vrai, là-bas, hein, non, le Nord. Hein, 1500 heures de soleil par an. La Côte d'Azur, plus de 3000. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Hein. On est dans la même zone tempérée, hein, on est à 1000 km de distance, c'est quand même pas, franchement, énorme. Eh bien, en termes de durée d'ensoleillement, la différence va du simple au double. Hein. Rappelez-vous, bienvenue chez les ch'tis. Hein. Même si, bon, ils ont poussé le bouchon un peu loin, mais enfin, bon, c'est quand même ça. Alors, si on s'expatrie un petit peu, si on va chercher d'autres exemples un petit peu plus loin, quels sont les maximums et les maxima, pardon, ou les minima que l'on peut enregistrer? Alors, je me suis amusé à aller chercher quand même quelques records. Alors, record d'ensoleillement. Pour trouver un record d'ensoleillement, eh bien, je vous conseille les États-Unis et l'Arizona. Hein, là, on va être en plein western. Hein, à Yuma, pour être précis, on atteint 3900 heures. Alors, là, les nuages se font rares. Par contre, si vous allez en Écosse, vous y êtes déjà allé? Moi aussi. Si vous allez en Écosse, oui, alors attendez, là on va y aller au nord-est, du côté des fameuses îles Shetland. Hein, peut-être pas pour rien qu'ils ont inventé les pulls. Alors, dans les Shetland, on tombe à 1050. Voilà, vous voyez, dans un écart considérable, là, de 1 à 4. Voilà. Donc ça, c'est quand on fait, j'allais dire un peu de comparaison en liaison avec la durée d'ensoleillement. Donc, ça veut dire que les nuages, eh bien, jouent un rôle considérable sur, bien sûr, la durée d'ensoleillement et le bilan radiatif dont on parlait tout à l'heure.
Pour ce qui est de la durée d'ensoleillement, je vous signale qu'il y a d'autres outils statistiques qui peuvent être utilisés. Par exemple, le nombre moyen de jours d'insolation continue, c'est-à-dire des jours sans nuages les uns après les autres. Ça, c'est un indicateur aussi assez clair. Et puis, il y a aussi, alors si on veut vraiment être sophistiqué, on peut s'amuser à calculer la durée d'ensoleillement mis en rapport avec la durée d'illumination. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors à ce moment-là, on a un pourcentage qu'on appelle la fraction d'insolation. Et ça aussi, c'est un outil assez subtil pour comparer les conditions climatiques d'un endroit à un autre. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner, même si c'est subtil, c'est intéressant quand même de voir comment ça fonctionne. Quelques exemples aussi si on se sert de la fraction d'insolation. Voilà, je vous ai introduit dans les coulisses de la climatologie. On va regarder un peu ce qui se passe en cuisine, si l'on peut dire. Alors voilà, donc là on a utilisé la durée d'ensoleillement. Si on utilise la fraction d'insolation, c'est-à-dire donc, comme je vous l'ai dit, la durée d'ensoleillement sur la durée d'illumination. Donc on va avoir là un pourcentage. Alors là aussi quand même je me suis fait un petit peu plaisir. Donc on commence par la France toujours. Entre Nancy et Montpellier. La distance n'est pas très grande. Qu'est-ce que vous pariez? Allez. À votre avis, quelle est la ville qui a la fraction d'insolation la plus forte, c'est-à-dire qui est véritablement la plus ensoleillée, pour faire simple? Vous pariez sur Montpellier. Vous pariez sur Montpellier. Bon. Fraction d'insolation, 50%. Eh bien Nancy, n'auriez pas parié sur Nancy, pourtant pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Si Nancy et Montpellier, finalement, ont un score, pour employer un terme familier, ont un score finalement relativement proche. C'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moins d'illumination à Nancy. Non, vous voyez pas comment ça se joue? C'est tout simple, ça veut dire qu'à Nancy, eh bien, il n'y a pas forcément plus de journées nuageuses qu'à Montpellier. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il capte, 44% d'ensoleillement sur le maximum possible, et Montpellier fait un petit peu mieux. Mais je veux dire, c'est pas extraordinaire non plus. Voilà. Donc ça aussi, c'est pour vous montrer à quel point, en affinant les outils, on obtient des choses intéressantes et parfois qui ne sont pas forcément en accord avec l'idée qu'on s'en fait. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur les paramètres de chaleur en tant que tel, on parle d'illumination et d'ensoleillement, et vous voyez donc que ça nous le montre bien. Alors, pour anticiper un tout petit peu sur ce qu'on dira, le fait que Nancy n'est pas une nébulosité effectivement vraiment plus importante que Montpellier, c'est lié à sa position continentale. C'est-à-dire, les nuages qui arrivent par l'ouest, les fameuses perturbations de l'ouest, ont le temps de lâcher toute leur pluie, de se dissiper avant d'arriver sur Nancy, où par exemple, notamment les hivers sont plutôt froids et secs. Voilà. Voilà, un petit peu pour déstabiliser quelques idées. Même chose, je suis allé chercher quelques records. Quels sont les records? Alors, une fraction d'insolation énorme, 90%. Ça veut dire que les nuages sont plus que rares. Vous pariez sur
désert. Le lac salé. Ah, oui, ça pourrait, ça pourrait. Bon, plus facile, enfin moins... hein, l'Égypte. Ah oui, le Sahara oriental. Hein, voilà, tout près de l'Égypte. Hein, quelque part entre la Libye et l'Égypte. Hein, voilà. Hein, Sahara oriental, on arrive à 90%. Hein. Et puis bien sûr, je suis allé chercher le minimum. 25%. Et là, on va retrouver l'Écosse. On va retrouver l'Écosse. Alors, pas tout à fait les mêmes îles. Pas tout à fait les mêmes îles. Il s'agit de l'archipel des Orcades. Ah. Voilà, on est toujours à l'est de l'Écosse. Cet archipel des Orcades est à 16 km de la côte. Et échappe très très peu ou très rarement à la nébulosité. Voilà donc au passage, donc on le voit d'ailleurs avec justement cet exemple écossais, la nébulosité défavorise les hautes latitudes. Voilà, donc c'est encore un élément qui vient se surajouter aux autres éléments précédemment cités. Alors, on va... Oh, je suis presque dans les temps. On va s'acheminer vers une sorte de première conclusion. On va essayer de résumer un petit peu ce qu'on vient de voir et se poser aussi quand même encore une petite question. Donc on peut écrire conclusion si vous voulez. Voilà, c'est pas trop tordu comme plan, là, ça fonctionne? Ça va? Non? Bien, alors, en forme de conclusion, on va faire un petit récapitulatif et puis, éventuellement se poser quelques questions. Bien, alors, qu'est-ce qui fait donc apparaître ces zones thermiques? Qu'est-ce qui fait qu'elles existent? On l'a vu, ces zones thermiques se délimitent en fonction d'abord de la latitude. Tout simplement, plus on monte en latitude, plus il y a de chaleur, et vice-versa. Donc ça, c'est lié à la radiation globale, c'est ce qu'on a vu sur le croquis. Ce qui aussi intervient dans l'existence des zones thermiques, c'est le bilan radiatif. Rappelez-vous les petits calculs qu'on a fait avec les albédos, avec tout ça. Ça intervient aussi. Ces deux éléments font que, eh bien, la zone intertropicale a un solde, si on pourrait appeler ça comme ça, a un solde radiatif très positif. On pourrait dire, plus familièrement, elle cumule tous les avantages. Ou presque. Voilà. Les zones dites polaires, ou en tout cas au-dessus de 50 degrés, degrés de latitude, eh bien là, il y a un déficit. Juste pour mémoire, il y a une latitude qui a un bilan radiatif tout à fait équilibré, c'est vers le 38e parallèle. Alors je ne sais pas si c'est la région idéale pour passer ses vacances, mais en tout cas, vers le 38e parallèle, vous avez, une situation là d'équilibre entre les apports radiatifs, les apports de chaleur et les pertes de chaleur. Alors il y a une question quand même qui se pose.
C'est pourquoi, si la zone intertropicale est toujours avantagée, si les zones polaires sont toujours désavantagées, comment se fait-il que celles-ci n'atteignent pas des températures encore plus élevées et celles-là des températures encore plus basses? Est-ce qu'il n'y a pas un mur entre, Alors, il n'y a pas un grand mur entre les deux? comment? Il n'y a pas un grand mur entre les deux. Donc. Les vents, hein, Alors oui, c'est ça, il y a tout simplement des échanges, voilà, il y a des brassages, il y a des échanges. Heureusement, parce que alors là, ça serait vraiment une planète, j'allais dire, particulièrement inhabitable. Donc, dans le fonctionnement des zones thermiques, il faut toujours bien penser qu'il y a des échanges thermiques constants entre ces deux types de zones, des échanges thermiques constants, des échanges qui se font, on l'a vu l'année dernière, dans l'atmosphère, mais là, il va falloir ajouter une autre composante très importante, les courants marins. Voilà. Donc, si, je répète, ces zones intertropicales ne se mettent pas à bouillir et les autres à se congeler encore plus, c'est parce qu'il y a ces échanges de chaleur au niveau de l'atmosphère et au niveau des courants marins. Et ce brassage, ces échanges sont indispensables. Ils sont vraiment là pour rééquilibrer, compenser, réguler, enfin on peut employer toutes sortes de termes et nous assurer, donc je répète, une situation qui a priori devrait être stable. Enfin stable, en tout cas, j'allais dire habituelle, régulière. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.